Ok, salut Mathias. Salut. Je suis vraiment ravi de te recevoir sur Stacast. Tu connais le principe? Oui, Un petit peu. j'ai écouté certains des précédents épisodes Ouais. et je te remercie déjà de m'avoir invité Bah à écoute, échanger avec toi. avec plaisir. Mathias, je vais te demander de te présenter pour que nos auditeurs en sachent un peu plus sur toi et sur ton parcours. Alors, donc je m'appelle Mathias Abramovic. J'ai un parcours assez sinueux, on va dire, puisque j'ai aujourd'hui une société qui s'appelle Ignited Kingdom et qui est une société spécialisée en innovation stratégique. Donc globalement, j'accompagne des entreprises dans les différentes phases de leur croissance, que ce soit des startups, des PME ou des ETI. D'accord. Et au départ, je suis un étudiant, enfin j'ai fait des études en STAPS, donc en sport. Ah, le sport. Ouais. D'accord. Ah oui, effectivement. Donc j'étais préparateur physique et mental. Ok, un gros coach, Un gros quoi. coach. Exactement. Ok. Et ça a switché à quel moment? Alors en fait, quand je suis arrivé durant mes études de STAPS, il y avait une grande réforme à l'époque qui était la réforme des diplômes, donc d'équivalence des métiers du sport et des métiers des diplômes de sport. Et donc là, je suis arrivé en première année et en gros, on m'a dit globalement, ton diplôme ne va rien valoir. Donc j'ai décidé de m'impliquer pour défendre nos diplômes et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à représenter les étudiants en STAPS au niveau national et pour négocier auprès des différents ministères, au niveau du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, et donc défendre les droits des étudiants en STAPS. C'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2000, entre 2003 et 2000. Ah ouais, c'est les années où ça a beaucoup bougé dans les C'était pendant gouvernements. le CPE. Ouais, CPE, voilà, ouais, exactement. Ça bougeait beaucoup Donc, voilà, dans la fac aussi. Exactement, on était en grève, on faisait Ouais. des grosses manifs à 20 000 dans la rue. Ouais. Et donc voilà, donc de cet engagement associatif, en fait, j'ai eu l'envie de changer finalement de trajectoire. Et je me suis impliqué dans ce qu'on appelle les mouvements d'économie sociale, d'organisation d'économie sociale. Et à cette époque, donc là, ça devait être 2007-2008, je suis rentré dans un groupement d'employeurs de l'économie sociale. D'accord. Et j'ai mené les campagnes électorales aux élections prud'homales employeurs. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et après, je suis parti, j'ai testé plein d'autres métiers, j'ai fait plein de choses différentes. Et un jour, je suis arrivé, grâce à des recommandations, face à différentes personnes auprès de qui je faisais des interviews pour savoir, voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je leur ai dit, voilà, j'ai fait un peu de lobbying, j'ai fait un peu d'engagement associatif, j'ai fait des campagnes électorales, ce que j'aime, c'est l'influence. Et on m'a dit, écoute, tu sais pas trop ce que tu veux faire, je comprends bien, mais il y a un domaine qui peut t'intéresser, ça s'appelle l'intelligence économique. Oui. Et donc, je connaissais rien du tout à l'intelligence économique. Je me suis un peu renseigné. J'ai vu que c'était très lié au renseignement militaire au départ et finalement aux activités de veille, d'influence, de sécurité de l'information. Ouais. Donc, pourquoi pas. Et je suis rentré dans un cabinet d'intelligence économique où là, j'ai travaillé sur la ville du futur. Ok. Donc, pour des clients comme GDF Suez à l'époque, Orange. Faire des prospectives, Voilà, études prospectives. la prospective, de la veille, de la prospective et du renseignement stratégique. D'accord. Voilà. Ok. Et voilà, et après, j'ai encore changé, je suis allé tester plein de choses, j'ai monté une cellule d'intelligence économique dans un cabinet d'enseignement supérieur, enfin dans une agence de notation sur l'enseignement supérieur. D'accord. Et j'en ai eu marre, et j'ai monté ma première boîte. Qui est celle-ci ou... Non, qui était une boîte de production audiovisuelle et digitale. D'accord. Donc on créait de la vidéo, on faisait de la production originale, de la production corporate. Et des sites web également. Voilà. D'accord. Et une agence qui existe toujours ou... Non, une agence qui n'existe plus. Okay. On s'est séparés avec mes associés. En fait, j'ai monté plusieurs sociétés. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est au niveau de l'association. Ouais. C'est-à-dire que j'avais une vision très bisounours des associés et surtout aucune connaissance finalement du développement entrepreneurial. Ouais. D'accord. Et de fil en aiguille, j'ai monté d'autres sociétés où petit à petit, à chaque fois, j'ai assuré changé, ce point. Voilà, j'ai changé mes associations pour arriver aujourd'hui à une structure qui est un peu plus stable quand même. Et quelle est l'expérience qui t'a le plus forgé, en fait, qui t'a le plus appris dans toute celle que tu viens d'expliquer? Chaque expérience m'a donné des... Hardware, avec la méthode la plus difficile, quoi. La méthode la plus difficile, je pense,
Bah, à chaque fois, j'ai eu des apprentissages difficiles. Disons, déjà, au départ, j'ai pas une formation initiale. C'est-à-dire que je sors pas d'une école de commerce, j'avais pas une famille qui m'a payé des études Oui. ou je sais pas quoi. Donc, j'ai fait des choses sur le terrain. Je suis un autodidacte, globalement. D'accord. Donc, à chaque fois, ce qui est très dur, c'est d'apprendre un secteur d'activité, de te Ouais. remettre dedans, de comprendre les codes du métier, etc., des outils. Et je pense que mon séjour en cabinet d'intelligence économique a été un bon apprentissage. Oui, d'être Euh, curieux, d'être éveillé sur tout un tas de sujets. C'est ça, et d'apprendre aussi à structurer, c'est-à-dire d'apprendre à utiliser, par exemple, c'est là où j'ai appris le mind mapping, Ouais. donc utiliser des cartes heuristiques pour Ouais. structurer l'information. Donc je pense que le cabinet le cabinet d'intelligence économique a été très formateur Mhm. en termes déjà d'exigence professionnelle Ouais. et de capacité à aller vérifier son information, chercher la bonne information Ouais. et structurer cette information. Et de switcher entre des concepts, avoir un Exactement. esprit d'abstraction. Exactement, c'est- d'avoir c'est- une c'est- vision ouais. holistique sur Ouais. un sujet, de ne pas s'intéresser uniquement à un Ouais. thème particulier, mais de pouvoir aller faire des connexions en fait avec Ouais. des sujets qui ne sont pas forcément liés de manière évidente au premier abord. Et voilà, et donc effectivement, l'intelligence économique pour moi a été une très bonne formation et surtout ça m'a fait comprendre que la clé de tout métier, de toute activité, peu importe son secteur, peu importe son métier, c'est l'aide à la décision. C'est-à-dire que c'est notre capacité à prendre des décisions. Ouais. Et ça, une fois que je suis sorti de ce cabinet, c'est bien quelque chose que j'ai gardé et que j'ai compris. Ok. C'est tout ce qu'on doit faire doit permettre de prendre des décisions. Ok. Donc cette expérience dans ce cabinet, enfin dans l'IE Ouais, dans en le général, milieu, ouais, c'est très formateur. ça t'a beaucoup aidé. Ok, c'est quelque chose que je partage là, c'est vraiment le fait qu'on vive dans un monde de bruit et qu'on cherche tous à avoir du signal. Et alors Stacast s'est lancé aussi pour ça, c'est parce que entre toutes les apps, les méthodes qu'on lit dans le monde professionnel, on ne sait plus quoi lire, on sait plus. Donc on cherche vraiment des guides. Donc merci d'en être un aujourd'hui sur cet épisode. Mais Je sais pas si je suis un guide. En tout cas, ce que je peux te faire part en termes de retour d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, mon activité s'intéresse à des thématiques qui sont très, on va dire, tendance. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, on parle d'innovation, de design thinking, de lean startup, de choses comme ça. Aujourd'hui, je l'applique concrètement, et que ce soit auprès de startups ou auprès de plus grosses entreprises. Et l'intelligence économique, et justement, ce que je te disais, je viens de finir un séminaire avec des gendarmes sur des masterclass sur lesquels justement je lis intelligence économique et innovation. Et en fait, l'intelligence économique, l'analyse stratégique, la validation de la donnée, la recherche de la donnée, et la base fondamentale finalement des démarches d'innovation aujourd'hui. Et c'est ce qui en fait un succès, enfin en tout cas c'est ce qui permet de réduire au maximum les risques, c'est d'utiliser ces méthodes aujourd'hui dans les démarches entrepreneuriales, dans les démarches de création de nouvelles offres de services. Et finalement on a eu beaucoup, on a beaucoup tendance aujourd'hui, moi je suis assez... je réagis de manière assez épidermique face à ce que je vois, de ce que je lis, de ce que j'écoute sur l'innovation, sur la création de nouvelles offres de services, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de créativité, on parle beaucoup d'idées, et ce que j'essaye de réintroduire, c'est justement qu'en fait l'idée n'est pas l'innovation. Les nouvelles offres de services ne se créent pas parce qu'on a des boîtes à idées, elles se créent parce qu'on arrive à rattacher ça à des besoins consommateurs tangibles, à des besoins clients tangibles. Et comment est-ce qu'on peut déterminer ces besoins et analyser aussi l'environnement grâce à l'intelligence économique, grâce à des méthodes d'analyse de marché, grâce à des méthodes d'interview, d'enquête, terrain. Et de ne pas se laisser leurrer par le bruit, justement. Ouais. On est dans un monde ultra médiatique, on est dans un monde de réseaux sociaux, on est dans un monde où l'information même qui devait être validée par certaines agences, comme par exemple, je me rappelle, il y a eu un scandale sur l'agence France Presse qui n'avait pas validé une information. En fait, aujourd'hui, on est bombardé d'informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas validées. Et qui nous donnent des cadres de perception, qui nous donnent en fait des représentations. Et nous, en tant qu'individus, on y croit. Et en fait, pour moi, il faut aller au-delà de cette première information, de cette première image, et ne pas construire sa croyance sur du on-dit, sur du joli, mais d'essayer d'aller plus loin, d'aller chercher de l'information, d'aller chercher à vérifier le sens de ce qu'on est en train de nous dire. Et la clé, je pense, dans le monde d'aujourd'hui... Donc ça demande un effort. Hein, c'est un effort, exactement. C'est un peu le revers de la médaille de la liberté, c'est-à-dire en gros, libre, consommer tout ce que vous voulez, y accès à du bruit autant que vous voulez, ça sonne, ça brille, mais si vous voulez pas vous noyer là-dedans, il y a un effort à faire pour
il y a un effort d'aller utiliser des outils, de lire la presse, c'est ça, C'est ça, le revers de la médaille? et effectivement, je dirais pas que ce que tu appelles liberté, je l'appellerais plutôt aliénation. Ouais. C'est C'est-à-dire pas le même que, mot, non? non, construire sa liberté, c'est Ouais. construire son esprit critique. Ouais. Et effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est des efforts. En fait, Ouais. on nous vend et on nous conditionne aussi Mm. beaucoup à travers les outils numériques, à Mm. travers les interactions qu'on peut avoir aujourd'hui, de la facilité, Mm. de la facilité Bah oui. d'usage. Grâce au progrès technologique, on va se Ouais. délester de tâches simples pour pouvoir se Ouais. focaliser sur Et on d'autres donne choses. notre argent pour la facilité. Et Exactement. c'est ce qui fait la scalabilité de nombreuses startups aussi. C'est de proposer des services, comme on dit, sans friction. Malgré tout, ce que tu dis, c'est qu'il faut pas se contenter de tout ça, quoi. Exactement. Il ne faut pas se contenter de tout ça. Il faut construire aussi son propre référentiel, quoi. C'est marrant que tu parles de ça. Là, je suis en train de tester un outil, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est un outil de newsletter qui est un peu trendy en ce moment, qui s'appelle Substack. Ouais. Et en fait, tous ces outils-là, ça a tendance à être complètement holistique. C'est-à-dire, en gros, à un certain moment, ça te propose tout. Et à un moment donné, toi, tu te dis, ouais, je vais tout virer, puis je vais passer juste par lui. Je vais juste passer par cet outil. Donc là, en l'occurrence, Substack propose des fonctionnalités intéressantes pour héberger ton podcast. D'accord. Tu vois, moi, je suis en train de faire un podcast, j'utilise Ocha, qui est une solution plutôt cool. Et d'un seul coup, l'outil de newsletter, qui n'a rien à voir avec des podcasts, sent qu'il y a une tendance sur le sujet, propose une feature sur les podcasts. Donc du coup, moi, ça me met le doute. Et finalement, c'est un peu la guerre full stack, quoi. Ouais, c'est vrai. Et si t'es pas attentif à ça, t'es aspiré. T'es aspiré parce que chacun de ces outils-là cherche à être hyper complet. Et puis, c'est pas, ouais, ils cherchent à t'aspirer complètement dans leur univers et du coup d'avoir toutes tes datas, toutes tes données. Alors, je suis un peu d'endure sur Substack parce que c'est justement peut-être l'un des outils que tu peux utiliser sans forcément basculer toute ton âme ou toute ta base de données. Mais il y a une grosse tendance dans ces outils-là à vouloir tout capter de toi, quoi. Ouais, de vouloir tout capter. Mais après, d'un autre côté, les boîtes qui se lancent et qui marchent le mieux Ouais. sont celles qui se focalisent sur un seul pain, c'est-à-dire sur un seul problème consommateur. Ouais. C'est-à-dire que vouloir tout développer d'un coup, c'est une très mauvaise idée. Il faut d'abord trouver un bon point d'ancrage, c'est-à-dire une insatisfaction très forte chez une population, chez une communauté, finalement, de consommateurs, de clients potentiels, pour pouvoir déjà valider le fait qu'on a trouvé, on répond bien à un besoin. Et ensuite, on fera évoluer le nombre de features, ensuite on fera évoluer finalement la proposition de valeur globale de notre solution. Mais avant tout, aujourd'hui, et d'ailleurs, tu vois, là, on est aujourd'hui à Station F parce que je finissais des coachings de start-up à l'incubateur HEC, et le discours qu'on répète tout le temps, tu vois, que j'ai en permanence avec les start-up, c'est dire, attention, vous ne vous dispersez pas trop vite. Vous n'avez que trop peu de temps et trop peu d'argent pour essayer de construire un nouveau Google ou un nouveau Facebook. Il faut aller petit à petit, d'abord trouver un point d'ancrage, trouver un segment, et valider le fait qu'il y a effectivement une traction sur ce segment, et ensuite, pourquoi pas, étendre ses fonctionnalités, parce que la durée de vie est courte. Sinon. Ça, c'est la base, effectivement. Mais on en parlait aussi avec Alex Delivet sur l'épisode 4, que le niveau des MVP, des Minimum Viable Product, il a vachement augmenté. Le niveau d'exigence aujourd'hui, comparé au moment où c'est né avec Lean Startup 2008-2009, aujourd'hui, faut être au taquet aussi sur le design, l'ergonomie, l'UX. On peut pas sortir comme ça un produit. Il y a des niveaux d'exigence un peu culturels qui ont augmenté, non? Alors, il y a peut-être des référentiels qui ont évolué. Ouais. Néanmoins, alors déjà pour moi, un MVP, c'est une feature, une fonctionnalité clé, plus un système de paiement, déjà. C'est parce qu'il y a des gens qui font des prototypes. Un MVP, ça doit permettre de valider aussi la capacité à vendre. Donc déjà, c'est la première chose. Après, j'ai énormément de contre-exemples. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai développé une méthodologie de développement d'entrepreneuriat, en fait, de start-up. Et qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir déployer sur différents programmes à HEC, dont un programme qui a été monté par Guillaume Le Dieudeville, qui s'appelle le Startup Launchpad, et dans lequel j'interviens avec Rémi, que tu as interviewé l'an dernier, je pense. Dans ce programme-là, on sort plein de startups
Et ces startups, justement, elles ne construisent pas de produits. Elles n'ont pas besoin de construire ce produit. Elles ont besoin de construire un processus qui leur permet de délivrer une proposition de valeur, d'acquérir des clients et de vendre. Et on a une boîte qui s'appelle Spacewheel, par exemple, qui a réussi à générer plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires sans produit. Oui. Et ensuite, ils sont allés le développer. Une fois qu'ils avaient validé le fait qu'ils avaient une traction, une fois qu'ils avaient validé le fait qu'effectivement, ils avaient trouvé le bon canal d'acquisition, ils sont capables derrière de délivrer le Et produit. le processus doit être magnifique, malgré tout. Et doit être soigné et léché. Exactement. Ouais. Mais par contre, on a toujours le solutionnisme technologique qui arrive, où les gens viennent avec un produit et nous disent, bon, bah voilà, j'ai un super produit, maintenant, il faut que je le vende. Comment je fais ? Ben non, ça marche plus comme ça. C'est d'abord, on doit évaluer s'il y a un besoin, récolter de la donnée tangible, et ensuite voir sur ce besoin, construire la feature, la fonctionnalité clé, qui va être la plus à même de répondre aux besoins principaux du client. Oui, c'est hyper intéressant. Moi, je suis vraiment en train de me poser des questions sur ça. C'est-à-dire, on est en train depuis quelques années de nous dire ça. C'est-à-dire, attendez, il y a une démarche scientifique dans le business. C'est-à-dire, partez du besoin avec votre communauté, discutez avec et ne faites de choses que si, à un moment donné, votre communauté, elle vous remonte des choses et puis qu'elle utilise des choses et puis qu'elle paye des choses. Et puis j'ai quand même l'impression que les bons, ceux qui partent vite, sont un peu décorrélés de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même un aspect que je vois qui n'est pas forcément méritocratique, parce que les gens qui savent vendre, les gens qui savent tout de suite chercher des choses, enfin, les gens qui savent bien prévendre les choses, avant même de savoir s'il y a un besoin sous-jacent, ces mecs-là, j'ai l'impression que c'est ceux qui font que la start-up, elle va décoller ou pas. Et bon, c'est les questions que je me pose en ce moment. C'est est-ce que finalement la méthode, c'est commence par bien valider le besoin et si tu fais bien ton taf, ta start-up, elle va scaler, enfin, voilà. Ou, alors, je ne sais pas si c'est et ou, entoure-toi de gens comme Rémi disait, j'aime bien son expression, de gitans qui sont capables de vendre n'importe quoi et tu vois le point. Mais en fait, la méthodologie, ça permet de diminuer le risque. Ça garantit pas le succès à tout prix. Déjà, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire réussir ? C'est-à-dire à quelle temporalité on regarde ? Moi, je veux bien. Une start-up qui lève même 40 millions d'euros, elle peut mourir dans 5-6 ans encore. Oui. C'est pareil pour la mode des freelances. Il y a beaucoup de gens qui sont des freelances. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Regardons à 4-5 ans. Combien vous générez de chiffre d'affaires ? Est-ce que vous avez fini d'avoir le chômage ou papa-maman derrière et vous générez une activité économique en fait, qui vous permet d'en vivre ? Oui. Donc, c'est une série de référentiels différents. Après, ce qui est sûr, c'est qu'un vendeur né ou une vendeuse née, elle ou il, vont avoir la capacité de capter tout de suite un besoin client et de le transformer. C'est juste qu'ils ne vont pas le découper en phase méthodologique. Et donc, si ton objectif, finalement, c'est de te dire j'ai besoin de vendre, j'ai besoin d'en vivre, ok, tu peux très bien être une vendeuse ou un vendeur, et hop, tu vends. Après, si tu as un objectif de croissance, et c'est toujours là la première question, c'est de dire, avant de commencer quelque chose, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous voulez atteindre à quelle échéance. Et c'est toujours ce que les gens oublient de faire, c'est-à-dire qu'ils se lancent dans un truc, mais ils oublient de se demander, c'est quoi mon objectif à 2 ans, 3 ans ? Est-ce que je veux revendre ma boîte ? Est-ce que je veux en faire un business pérenne dans le temps ? Est-ce que je veux juste être freelance et être autonome pour pouvoir partir en vacances ou voyager quand j'ai envie ? Et en fait, ces premières questions fondamentales vont déterminer en fait la motivation même de se lever le matin. Exactement, la motivation de se lever le matin. Et toutes ces questions-là vont permettre d'orienter. Et effectivement, est-ce que tu prends un gitan pour aller vendre et tout de suite et voilà parce que même avec tout le respect qu'on a. Oui, bien sûr, c'était la formule. La formule. Mais en fait, la question c'est, tu vois, aujourd'hui, par exemple, une start-up, elle peut vendre là 50 000 euros de chiffre d'affaires, elle peut faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, elle vient de démarrer sur les 3 prochains mois et pourtant mourir à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elle a vendu de manière opportuniste à 3 personnes qui avaient envie de faire de l'innovation, un nouveau truc, mais finalement qu'il n'y avait pas une capacité pour le marché, il n'y avait pas un marché suffisamment gros pour elle. Donc il y a ça aussi à mettre il faut relativiser, à mettre en perspective. Tu vois, c'est dire, oui, bien sûr qu'il faut des vendeurs. Oui, bien sûr qu'il faut des vendeurs et des vendeuses. Donc, ils sont capables. Faut pas trop de fake, c'est ça que tu dis. Mais il ne faut pas trop de fake. C'est qu'à un moment donné, si tu as la capacité, tu vois, on est à Station F, il y a quand même beaucoup de gens qui sont privilégiés ici, qui ont la possibilité d'essayer de lancer une start-up, de se planter et de repartir dans le salariat.
Tu as d'autres gens qui, pour eux, bah, c'est clairement, One shot. voilà, qui vont avoir un loyer à payer, voilà, qui vont pas avoir plusieurs essais. Et en fonction de ça, on va déterminer ce que c'est qu'une réussite, ce que c'est un échec. Et effectivement, en fonction de ton environnement social et culturel, tu auras accès plus ou moins à des personnes qui pourront t'aider à te financer ou pas. Ouais, Ça, c'est super intéressant comme grille, ouais, en fonction de ce que tu es prêt à perdre, quoi, finalement. Exactement, et ton filet de secours. Ok, et bah super. Mathias, il y a donc l'étape qui est maintenant une tradition, hein, c'est de savoir ce qu'il y a sur ta home screen. Qu'est-ce que tu utilises comme app moi, j'aime bien dire les apps tradis, même si chaque fois on me dit apprendre que c'est LinkedIn ou apprendre. Ouais, mais c'est intéressant d'apprendre que les gens utilisent des apps un peu Bah classiques. alors moi déjà, j'ai pas de réseaux sociaux à part LinkedIn, donc. D'accord. Ah, ok. Donc pas de Facebook, pas non rien du tout. Non, c'est ça rien. Pas ok. de Facebook, pas de. J'ai Slack parce que je suis obligé lors de notre programme Oui. HEC Launchpad de communiquer avec les étudiants par Slack, mais sinon je le mets D'accord. en mute. Et puis c'est rangé, hein, c'est dans les dossiers. Tout est rangé. Ok. J'ai, à part message WhatsApp et email, je n'ai aucune notification. J'aime pas que ça me dérange. Ouais. Mais ouais, t'es en mode désynchronisé comme beaucoup. Ouais. Exactement. Alors bah tiens, dans les apps, alors tu veux comment que je te les décrive Qu'est-ce ce qui. ce qui est important pour moi là-dedans, par exemple, Vas-y. donc, j'ai Google Docs Oui. tout de suite à disposition parce que j'ai besoin d'écrire, si j'ai besoin de faire Un shortcut. j'ai un shortcut direct sur Google Docs. J'ai France Culture parce que c'est la seule radio que j'aime bien. D'accord. Et France Culture, c'est sous-estimé et il faut écouter leur podcast Ouais, si ils vous sont- n'écoutez pas en direct, mais même en termes d'économie, en termes Oui, de, oui. voilà, de contenu, c'est super bon. Après, je vais avoir 5 gros types de contenus globalement. Je vais avoir des contenus qui sont liés à l'information. Donc là, je vais avoir le MIT Tech Review, Ok, de la lecture, quoi. Des apps de lecture. voilà, des apps de sourcing, de De sources sourcing, d'information. Donc ouais. HBR, Bloomberg, Economist, voilà. Je vais avoir une partie qui va être vraiment liée à la finance. Alors, moi, mes clients sont beaucoup des clients dans les services financiers. Donc, je teste. Tu vois, si je te montre, j'ai peut-être. Toutes les néobanques, tout Ouais, ça. toutes les néobanques, je les teste. J'ai une dizaine de comptes sur des néobanques vraiment pour les évaluer. Donc, tu vas retrouver Revolut, N26, Ouais. Hello Bank, Bourso avec leur banque en ligne. Avec Brad Pitt. Exactement. J'utilise Linkso qui me permet de Ah, gérer les ex. les ex-ouais, ouais. Les ex, ouais. Linkso qui me permet de gérer directement la compta analytique de mon compte pro. Après, j'ai Kraken pour les crypto-monnaies, pour acheter de la D'accord. crypto. J'ai Bourse Direct pour gérer mon PEA et PEA PME. Ok. Là, j'ai des applications de bourse. C'est quoi Max Max, c'est une banque du Crédit Mutuel Arkea, de Arkea, Ah qui oui, permet de regrouper c'est une plusieurs innovation cadres. hyper Ouais, avancée. Ouais. on a travaillé avec eux sur justement le développement d'innovation avec Ok. Arkea. Et Max, c'est une carte qui te permet de regrouper plusieurs cartes bancaires à l'intérieur. Ouais. Donc, tu as une seule carte qui s'appelle Max. Ouais. Tu payes avec et tu choisis si ça ressort de ton compte Revolut, de ton compte BNP, de ton compte machin truc. D'accord, ouais, c'est chouette. TradingView, parce que pareil, moi je suis très. Day trading, J'aime bien avoir voilà, je fais de D'accord. l'analyse technique. d'accord. Voilà, ça c'est pour la partie financière. La partie marketing, donc là je vais avoir mes photos, dictaphone pour prendre des notes ou pour enregistrer des gens, Ouais, le Slack, donc ça je t'ai dit, Telegram, LinkedIn, ouais, le WordPress pour écrire les articles pour mon blog, ok. SparkPost pour me faire les... SparkPost, c'est quoi ça SparkPost, ça te SparkPost. permet de faire des images pour LinkedIn, par exemple quand tu fais une publication sur LinkedIn, des images qui sont déjà dimensionnées. Ah, c'est comme Canva, mais en plus... Ouais, comme Canva, mais c'est encore Adobe. plus adapté à... Ouais, et tu peux le faire à LinkedIn, Oh, c'est bien, à ça. Insta et tout, et c'est gratuit. Hein. D'accord. Donc ça, c'est génial. Spark, c'est vraiment top. Et je le combine avec Unsplash pour mobile. Parce que Ah, comme ouais, ça, ok. j'ai Ah, ça existe pour mobile, Ouais, Unsplash regarde. Donc Il est Unsplash, c'est une bibliothèque d'images genre juste fabuleuse. Voilà, Et et de gratuite. vidéos. Ouais, avec Ah, gratuit. il y a de vidéos maintenant. Je savais pas. J'utilise, alors moi j'ai la suite Adobe, donc j'utilise aussi Premiere Rush qui est Premiere mais Pour pour monter. mobile et iPad. Par exemple là on a fait une mission en Côte d'Ivoire pour la Société Générale. Ouais, J'ai monté le petit film de restitution sur iPad avec Rush. d'accord. Et Adobe XD aussi, puisque en design on utilise pas mal Adobe XD, donc là ça permet d'avoir les reviews. Voilà, donc globalement sur le marketing. CTO, après j'ai le Google Analytics, bon, toutes les parties liées à l'analytics. Et voilà, et après j'ai quoi? J'ai
des outils Xmind pour... La suite Google. Voilà, la suite Google, Mapster. Ouais, de Amazon. Sébastien Caron. Ouais. Ouais, qui est... Mapster, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Bah, c'est bien. T'as ça tous te- tes lieux, tes t'as places. tout- Exactement, tes tu check-in, les ouais. rajoutes. Ouais. C'est cool. Mais Dropbox. il est ici, Sébastien. Enfin, je sais plus s'il est encore à la station. Non, je pense Ouais. pas. Ouais. Je pense qu'il est parti. D'accord. Et voilà, et Receipt Bank, qui est l'application de mon comptable. Ok. Donc voilà, donc je vais pas. Non, mais c'est quand même très chargé par rapport à t'as une off-screen qui est complète. C'est Ouais. parce que là j'en vois pas mal en ce moment et bon, il y a de tout. Il y a des gens bah, qui se laissent même un buffer. Ça, j'ai vu ça. Ouais. Maintenant sur tes lectures, on va parler un peu de tes bouquins. Alors si on regarde ton blog, c'est énorme. Tu as une bibliothèque de tous tes livres que tu Pas tous. Ouais. Ouais, pas toujours en plus, Ah, c'est mais vrai que je suis un grand je mettrai le lien. consommateur de livres. Ah ouais, je mettrai le lien parce que vraiment, c'est quand on parle de Signal, bah, c'est une super curation de tous les livres sur Lino qui sont importants. Donc, bah, pas toute ta bibliothèque, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur 2-3 bouquins, ce que on appelle ici les Epiphany Books qui t'ont un peu, Epiphany Book. qui t'ont un peu Alors, réveillé les chakras, tout ça. Il y en a plusieurs. C'est vrai que j'achète peut-être une soixantaine de bouquins par an quand même. Je Ah suis oui, d'accord. un très très gros consommateur. Disons que moi, ce que j'aime, c'est comme j'élabore des méthodologies et des Oui. approches opérationnelles. En fait, mon travail, c'est vraiment de passer de la stratégie à l'opération. Donc, je suis obligé aussi aux opérations donc, de passer par des méthodologies. J'utilise des centaines de méthodologies différentes. C'est-à-dire que qui remonte aussi, j'essaie de remonter aux origines de ces méthodes. Donc je vais remonter sur des bouquins des années 60, des années 50 Ah oui, en d'accord. termes de méthodes. Et parce qu'on se rend compte très rapidement que les fondamentaux ne sont pas forcément dans les livres d'aujourd'hui. Oui. Donc qu'est-ce Oui. que j'ai donc, par exemple, en termes d'innovation, de gestion de l'innovation à long terme, dans stratégie d'innovation, il y a un bouquin qui date des années 90 qui s'appelle The Alchemy of Growth, qui a été écrit par des consultants de McKinsey et qui, peut-être certaines personnes peuvent connaître, ont défini les horizons. Horizon 1, horizon 2, horizon 3, les horizons d'innovation, donc qui te permettent en fait de gérer ta stratégie d'innovation à travers des horizons temporels. Donc ça, par exemple, très bon livre en termes de structuration des différentes innovations dans le temps. Comment est-ce que tu priorises D'accord. comment est-ce que tu vas définir finalement tes prochains relais de croissance dans un ordre temporel en termes d'investissement, en termes de Très de bien pour stratégie. une boîte qui Très se bien pose pour des une questions boîte, sur qui se pose comment des innover. questions. Tu vois. Epiphany Book, j'en ai plein en fait. How to fail almost everything and still win big. Ça, c'est mon pote Pierre Conro qui me l'a conseillé. Et donc, c'est l'auteur de Dilbert, la BD Dilbert qui est sur le business. Et en fait, il raconte sa vie de flemmard. Et c'est lui qui dit les losers ont des objectifs, les winners ont des systèmes. D'accord. Ok. Et donc c'est toute son histoire de sa vie jusqu'à ce qu'il crée Dilbert et il raconte qu'au départ, comme c'était un flemmard, il n'a pas fait des dessins qui étaient très précis, il a fait des espèces de traits grossiers, il ne pouvait pas avoir besoin d'avoir de détails là-dessus. Donc c'est très marrant et ça montre aussi En gros, les winners, ils sont au résultat, quoi. Et puis les autres sont au moyen, quoi. Ouais, disons que le système, c'est la routine. C'est-à-dire qu'en fait, Le système, c'est la routine, c'est ça. le système, c'est la routine. C'est-à-dire que si tu veux perdre du poids, c'est pas juste de dire je dois perdre 10 kilos. En fait, c'est plutôt de dire chaque jour, je fais un effort de quelque chose. Mais dans les résultats, par exemple, on parle beaucoup d'OKR, tu vois. Ouais, en ce moment. Pour moi, la Bible de l'OKR, enfin, tu vois, si je devais te recommander à des gens... C'est le livre de l'OKR. Le livre, c'est The High Output Management. D'accord. Et ça, c'est le former chairman de Intel. Ça a été écrit il y a bien longtemps, qui s'appelle Andy Grove. Et c'est lui qui détermine, en fait, c'est la première base. En product management, ceux qui veulent faire du product, lisez Inspired. Inspired de Marty Kagan, c'est la Bible du product management. Vous arrêterez de dire product owner, vous arrêtez de dire head of product. Ah, il met tout le monde d'accord sur... Non, mais il est très très bon. Et surtout, en fait, il continue à marteler la chose qu'aujourd'hui les gens n'ont toujours pas compris, la plupart des gens n'ont toujours pas compris dans le produit technologique, c'est continuous discovery, continuous delivery. C'est-à-dire qu'en fait, un produit n'est jamais fini, un produit est en itération, exactement, grâce à de la donnée client, de la donnée user. Et Marty Kagan, c'est vraiment quelqu'un, c'est bien écrit, les chapitres sont courts, c'est très cadencé, c'est juste une tuerie. Après, t'as quoi? T'as Clayton Christensen quand même, c'est le pont de l'innovation. C'est lui qui a défini le terme disruption.
D'accord. Par exemple, beaucoup de gens parlent de disruption, personne n'a vraiment le La fondement. définition, ouais. Et s'il y a bien un livre à lire qui est un peu la synthèse de tous ces bouquins, c'est Competing Against Luck. D'accord. Et donc, il parle justement de c'est quoi la disruption, comment construire de nouveaux produits-services. Voilà, c'est des choses très précises, très pertinentes en termes de développement. Il y a un sujet qui est pas très documenté en ce moment, c'est que Customer Success. Ouais. On voit avec toutes ces licornes qui sont en train de se faire financer que ce problème-là, que ce métier-là doit se structurer, quoi, finalement. Ouais. Moi, je vois pas trop de littérature sur ce sujet à lire. On est sur le Customer Success, tu vas avoir Superfan par exemple, c'est D'accord. un spécialiste de ça. Tu as Engagement, tu as D'accord. comment il s'appelle C'est des livres récents ou non? qui datent de Ouais, 2013. qui sont sur le support client, qui sont un peu qui sur sont en ces- fait sur la construction de communauté, sur la relation D'accord. client. Tu as différents. T'en as, ouais. Ouais, t'en as quand faut même. chercher. Mais j'en rajouterai sur le blog, mais Ah ouais, t'en c'est as, cool. t'en as quand même une bonne dizaine hein, sur le Customer Success. Ouais, ça commence à devenir un métier un peu pivot, quoi. Un peu. Bah, Mm. disons que le plus dur, tu vois, moi je dirais aux gens, vous voulez faire du produit, vous voulez faire de la tech, lisez Lean Analytics. Lean Analytics. C'est le deuxième bouquin de Rias, non? Non, c'est Non, pas Rias. non, c'est en fait Eric Rise, il a écrit un bouquin qui s'appelle Lean Startup, C'est qui est ça, un peu de ouais. la philosophie. Derrière, il y a eu une série en fait qui a Ouais. été faite par O'Reilly, et il y a eu Running Lean de Ash De Maurya, Ash Maurya, ouais. Lean Analytics, Lean UX. Et Lean D'accord. Analytics, c'est vraiment sur comment est-ce qu'on pose des indicateurs, comment est-ce qu'on suit en fonction de son business model les indicateurs qui sont nécessaires à mettre en œuvre, et comment justement est-ce qu'on suit la progression et le succès de son business model. Donc ça, D'accord. c'est Alistair Crowell et Ben Yoskowitz. Pour des outils SaaS ou pour tout type un peu de... C'est orienté SaaS? Non, tout type de business type model. de business. Il travaille sur Ok. e-commerce, SaaS, mobile app, Ouais. double-side marketplace, network, réseau social, Ouais. médias. Et une question pour toi, mais les KPI en ce moment, est-ce que c'est un peu le copier-coller de ce que demandent les fonds? Est-ce que c'est les mêmes KPI? C'est les MRR, ou est-ce qu'on va plus loin? Ça dépend de ton business model, ça dépend de ton business. En fait, Parce que ça dicte et ça structure quand même pas mal la stratégie des boîtes en ce moment. ouais. Finalement, tous ces KPI. Bah après, ça dépend déjà s'ils veulent lever des fonds, pas lever des fonds, parce qu'il y aura d'autres indicateurs à donner dans le cadre d'une levée de fonds. Néanmoins, il y a toujours 2 ou 3 indicateurs clés. Oui, En que fait, tu veuilles ou pas lever des fonds. Il faut comprendre qu'on a 4 dimensions de la performance globalement, de manière. On en a 5 avec le développement durable. Donc, on en a un premier niveau de la performance, c'est la performance du point de vue des financiers. Donc, dedans, on va avoir une batterie de KPI. On va avoir la part de marché, on peut avoir la lifetime value, on peut avoir le MRR, on peut avoir le profit, on peut avoir voilà, plein de différents niveaux. Ensuite, on a une deuxième dimension de la performance qui va être plus liée au customer. Donc là, au client, ça va être customer satisfaction, NPS, voilà, des indicateurs en fait, qui vont te permettre de savoir si ton client est content. Ensuite, tu vas avoir des indicateurs qui sont liés à l'employé. Ouais. Donc là, c'est pareil, on va avoir des indicateurs de satisfaction, des indicateurs de montée en compétences, du churn, etc., etc. Et enfin, des indicateurs liés aux opérations, à la production, où là, ça va être plus la performance opérationnelle, l'optimisation des activités, le temps de delivery. Et enfin, des indicateurs plus transverses qui sont développement durable, Ouais, puisqu'aujourd'hui, en plus, c'est quelque chose de clé à prendre en compte, qui vont être là plutôt sur carbone neutral, capacité à avoir un impact sociétal, insertion à l'intérieur de l'entreprise, etc., etc. Donc, tous ces indicateurs, donc toutes ces dimensions de la performance, nous permettent de retirer des indicateurs. Après, en fonction de son business, en fonction de ses objectifs de croissance, on voit plus on va ou moins surveiller certains. Exactement. Okay. Exactement. Exactement. Ok, bah ça nous fait déjà une pelletée de bouquins à lire le week-end au coin du feu ou pas, ou la semaine. Ouais, après, il y a bien un bouquin aussi qu'il faut quand même, je pense qu'il a déjà dû être pas mal poussé, mais c'est intéressant de le comprendre, c'est Hooked de Nir Eyal, qui explique bien voilà, le processus comment on dit d'habitude voilà, qu'on peut créer grâce à un produit. Et ça, c'est important d'en être conscient parce que on utilise du produit et au final, on oublie aussi comment ça marche. Et de savoir comment ça marche, ça nous permet également de mieux réajuster aussi nos comportements.
et de s'observer, quoi. C'est là où on met un pied dans les neurosciences. Oui. Et c'est là où moi j'aime bien parler de part mentale et pas de Ouais. part de marché parce que je constate vraiment que les startups qui réussissent, c'est celles qui arrivent à être complètement dans ton cerveau, dans le sens où quand je te dis site de petites annonces, tu penses tout de suite Le Bon Coin. ouais, si je te dis taxi 2.0, tu penses à autre chose. Et celle qui arrive à faire ça, c'est celle qui arrive à. Et là, sur la précédente interview, donc avec Jean de la Roche-Brochard qui nous disait qu'il y avait une émergence des catégories, des startups catégories, donc qui prennent un peu cette. C'est vraiment le pied dans quelque chose qui est autre que le business. Et ceux qui pigent comment utiliser ces leviers-là ont une puissance qui, finalement, qu'il faut peut-être faut peut-être en avoir conscience déjà et des leviers qu'on utilise sur nous finalement pour passer à l'acte d'achat et toutes ces ce startups passage au sur la départ, neuroscience, toutes ouais. des startups au départ, d'abord commencent par l'identification d'un besoin client, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, faut pas non plus vendre du rêve, c'est-à-dire que d'abord on identifie un besoin client. Après ensuite dans les techniques effectivement mises en œuvre afin d'améliorer l'acquisition, d'améliorer la conversion client, etc. Ouais. Là, il va y avoir de l'usage potentiel de neuromarketing. Tu regardes Cambridge Ouais. Analytica, par exemple. Le scandale. Oui, mais n'empêche que, en fait, c'est quoi? C'est l'utilisation du neuromarketing, Mm. l'utilisation de mécanismes d'influence en créant des fausses informations, en créant des cadres de perception pour influencer le comportement des gens. De la même manière, tu vois, moi, je suis pas très favorable au nudge. Tu vois, le nudge, c'est... Oui, c'est le fait d'entourer. Le nudge, ça veut dire, en gros, t'es pas fan de ça? Non, parce qu'en D'accord. fait, le nudge, le principe fondamental du nudge, c'est de dire je vais te faire faire quelque chose Que t'aimes pas, mais je vais te le mais mettre qui est quand bon même. pour toi, mais qui est bien pour toi. En Ouais, fait, ouais. la phrase importante, c'est Ouais. faire quelque chose aux gens qui est bien pour eux. Mm. Et le problème, c'est que dès lors qu'on commence à rentrer dans ces problématiques-là, C'est la c'est question de la liberté. Hein, c'est individuelle. qui es-tu pour savoir ce qui est bien clair, pour c'est moi. clair. Oui. Et en fait, tu vois, Non. on rentre justement dans ces problématiques, et plus on avance dans le temps, avec du transhumanisme, avec le progrès technologique, forcément, on va avoir beaucoup plus d'outils pour influencer le comportement des gens. Mais il y a vraiment des questions éthiques fondamentales. Tu vois, à se poser, as les moutons numériques, les designers éthiques qui travaillent dessus, tu vois, sur ces sujets-là. Il faudrait que ça soit, à mon avis, déjà beaucoup plus présent dans les formations des gens, au niveau tech, même au niveau marketing, pour qu'ils aient un recul aussi sur, voilà. Mais on revient sur le débat du monde du bruit et du signal. C'est-à-dire, en gros, si tu te documentes pas, que toutes les histoires de cookies sur Internet, tu t'en fous, que tu cliques, t'achètes, finalement, tu joues ton rôle de consommateur facile. Après, il faudra pas te plaindre de savoir... Le problème, il est dans le sens inverse. C'est-à-dire que, ok, si c'est pour toi, à la limite, ça n'impacte pas les autres. Par contre, si tu commences à participer, à créer des produits, à t'impliquer dans des boîtes, et que tu cherches pas à comprendre ce qu'il y a derrière et les enjeux sous-jacents à ce qu'il y a, là, tu as un impact potentiellement néfaste, en tout cas, pour les autres. En tout cas, c'est même pas que tu l'as néfaste, c'est que tu te rends pas compte, peut-être que c'est en contradiction de tes valeurs profondes. Et c'est le moment où tu vas t'en rendre compte que tu auras un mouvement de recul en disant « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et ça, il faut éviter aussi de rester sur... sur des choses qu'on comprend pas, qu'on commence à développer et finalement qui vont à l'encontre de ce qu'on a envie de faire fondamentalement et de ce qu'on est, quoi. Ouais. Ok. Ta stack métier, les outils que tu utilises un peu pour tes missions, est-ce que tu as 2-3 softs, 2-3 outils de lecture? Est-ce que tu es abonné à des newsletters? Est-ce que tu écoutes des podcasts qui te nourrissent, tout ça? Ouais, alors j'ai Suite Adobe. Suite Adobe et parce que parce que j'ai Photoshop, parce que j'ai XD, parce que j'ai Adobe Pro. Parce qu'une fois que tu maîtrises, c'est cool, quoi. Et voilà, et ça fait 15 ans que je travaille dessus. Ouais, ok, d'accord. Voilà, ça me permet d'être Sioux, de même faire du montage si j'ai besoin, voilà. D'accord. Autre métier, je vais avoir Xmind, donc qui me permet de faire du mind map. Voilà, au niveau métier, c'est tout. Le reste, c'est Google Drive, quoi. Franchement, ça suffit et ça sert très bien. Mail, client mail. Client mail, j'ai mon propre mail et mon propre serveur, puisque je ne suis pas hébergé chez Google au niveau des mails. D'accord. Pour des raisons de confidentialité sur les mails.
Et après, sinon, au niveau abonnement, bah, tu vois, je suis abonné à HBR, mais Oui. américain, pas français. J'étais longtemps abonné au français. En fait, le français est moins bon. D'accord. Si vous devez vous abonner, abonnez-vous à l'américain. Et le Tech Review du MIT, qui est quand même une sacrée bible, qui est le magazine du MIT D'accord. sur l'innovation technologique. Donc, tout ce qui sort un peu C'est même technologique et c'est deep vraiment, tech. Ouais. voilà, c'est ce qui va arriver demain. C'est, tu vois là le dernier, je viens de le recevoir là. Il est sur quoi le dernier? Il est sur. Ah, t'es papier, toi. Ouais, Ah ouais, je suis papier. Ouais. Bah, j'ai les deux. Hein. Ouais. Là, il est sur voilà, comment est-ce que la nouvelle génération is using technology to mask reveal and form identity. Donc, comment est-ce que la technologie en fait est utilisée aujourd'hui par la nouvelle génération pour transformer leur identité. D'accord. Au niveau newsletter, je reçois des newsletters de A16Z et d'ailleurs j'utilise j'écoute leur podcast. Ouais, Horowitz, c'est vraiment top. NFX aussi, qui est un fonds qui travaille beaucoup sur l'effet de réseau. Newsletter CB Insight, j'ai arrêté parce que c'est trop récurrent, il y a trop de volume de données. Et toujours MIT. MIT reste pour moi une grande référence en newsletter assez large en plus en termes de contenu. Mais c'est pas que tech. Tu disais que tu avais viré un peu les réseaux sociaux, mais pour faire ta veille, tu n'utilises pas Twitter? J'utilise plus Twitter non plus. Ouais. Non, pour faire ma veille, j'ai des newsletters spécialisés. Donc j'en ai une dizaine à peu près. Donc tu es vraiment en mode asynchrone sur la veille. Ah ouais. Quasiment, ouais. Pour moi, il n'y a que du bruit sur LinkedIn, il n'y a que du bruit sur Twitter, il n'y a que du bruit sur Facebook. Donc j'y suis plus. LinkedIn, j'ai dû garder mon compte. Je voulais plus le garder parce que au niveau business, je suis obligé. Mais pour moi, aujourd'hui, l'information est très mal sourcée. Et donc, voilà. Tu vois, en fait, on est dans l'âge d'or. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Non pas... de l'information, mais l'âge d'or du journalisme. C'est-à-dire, en gros, c'est là où ils sont le plus importants aujourd'hui, ces gens-là. Mais là où ils sont le moins considérés. Et le moins. Alors, c'est quand même incroyable. On a tous besoin de super curateurs. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et après, tu vois, c'est pareil. Dans la formation des journalistes aussi, il y a peut-être des questions à se poser. Parce que quand tu vois des journalistes qui ne sourcent pas non plus leurs données, qui sont aujourd'hui sous la pression de l'information rapide, il y a ça aussi. Moi, je dirais toujours, le mieux pour s'informer, et c'est un triptyque, hein, c'est lire, sourcer et valider ses sources d'informations numériques, que ce soit des blogs, des newsletters, et parler à des gens. C'est-à-dire que c'est en échangeant avec des gens de domaines différents, en rencontrant d'autres personnes en vrai, vraiment dans la réalité. C'est là où on chope l'information et c'est là où on comprend mieux des choses, même au-delà même de choper de l'information. On construit sa logique, on construit des référentiels, on construit une compréhension du monde. Et ça, c'est clé. Bon, ce sera le point de la fin. Très orienté, discussion très orientée, bruit, signal... pertinence de tout un tas de choses. En tout cas, ton stack est magnifique. Merci. Je rappelle aux auditeurs que, parce que j'aurais dû le dire au début, tu es l'associé donc, de Rémi, qu'on a interviewé sur l'épisode 3. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode de Stackcast et je vous dis à très vite. Merci Alexandre. Salut. Si vous avez apprécié cet épisode, laissez-lui 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et n'hésitez pas à partager ce stack d'outils avec d'autres personnes. Toutes les ressources citées pendant cet épisode, les apps, les livres, etc. sont accessibles à travers le lien placé dans les commentaires qui vous mènera tout droit vers les show notes. Et si vous souhaitez aller plus loin sur les conseils et les recommandations d'outils, de méthodes, de formation, de services, laissez votre email sur stackcast.com. J'organise régulièrement des sessions privées en live avec des professionnels de la tech qui viennent répondre à toutes vos questions et vous guider sur les meilleures ressources actionnables dans votre métier et pour vos projets. À très vite.